Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire du CTBM que nous sommes en train de renommer Infometa pour faire le lien avec notre site internet de diffusion de connaissances scientifiques sur la méthanisation. Je suis Alice Lestiz, je suis la directrice du CTBM et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Camille Lagnet de l'APESA, Patrick Dabert de l'INRAE et David Krupka d'AFNOR pour parler de la biodégradabilité des emballages de pré-collecte pour les biodéchets en méthanisation. Alors d'abord quelques mots sur le CTBM, le Centre technique national du biogaz et de la méthanisation. C'est un réseau des laboratoires de recherche qui permet de diffuser des connaissances à travers par exemple ces webinaires, mais également le site infometa.org et les journées recherche-innovation, un colloque scientifique qui se tient tous les 2 ans quelque part en France en partenariat avec les membres les membres du réseau du CTBM et également le CTBM faisant partie du Club Biogaz, j'anime des groupes de travail sur différents sujets, historiquement sur la valorisation du CO2 issu de méthanisation, sur les formations, maintenant sur la sécurité également, et sur les émissions fugitives des sites de méthanisation, comment les détecter, comment les réparer. Donc comme j'ai dit, nous faisons partie du Club Biogaz de l'AT2E, Association Technique Énergie Environnement, basée à La Défense près de Paris, et nous bénéficions du soutien de l'ADEME depuis le début du CTBM en 2019. Les laboratoires que vous pouvez voir sur la carte ci-contre sont dispersés sur le territoire et traitent d'une multitude de sujets allant de l'agronomie aux impacts environnementaux de la méthanisation, en passant par les sciences humaines et sociales et un versant également technologique sur la compréhension des phénomènes de la méthanisation et des traitements du digestat ou du biogaz qui peuvent en être, qui sont produits par la méthanisation. Je vais donc passer la main d'abord à Camille Lagnet pour présenter un projet sur les sacs métacompatibles pour la collecte de biodéchets dans le cadre d'un appel à projet. À toi Camille, tu as la main. Bonjour à tous, donc moi je suis Camille Lagnet, je suis responsable de l'activité valorisation à l'APESA et également chef de projet sur les sujets méthanisation, compostage et puis biodégradabilité des matériaux dans ces filières-là. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les résultats d'un projet sur lequel un projet porté, financé par GRDF à destination des producteurs de sacs de collecte de biodéchets. Et donc, on a, dans le cadre de ce projet, accompagné GRDF pour l'analyse et l'évaluation de la biodégradabilité de sacs de collecte de biodéchets en méthanisation. Hop là, donc quelques mots sur l'APESA avant de démarrer dans le vif du sujet. Donc l'APESA, on est un centre de ressources technologiques, on est basé dans le sud-ouest de la France à Pau, et on accompagne les territoires et les entreprises sur des sujets autour de la transition écologique. Nos activités sont réparties en 4 thématiques, une thématique réglementation, prévention, une thématique éco-innovation et évaluation environnementale, donc avec des outils comme l'ACV, comme la monétarisation des impacts, une thématique autour de la création de valeur sociétale, donc analyse des écosystèmes et du changement que provoque cette transition sur ces écosystèmes. Et puis, la branche technique à laquelle j'appartiens, donc autour des sujets de valorisation des déchets, biomasse et effluents. Donc, sur cette thématique, on est spécialiste des procédés biologiques de traitement et de valorisation de ces déchets biomasse. Donc, plus particulièrement la méthanisation, le compostage, le traitement des effluents avec une grosse brique de culture de microalgues pour épurer ces effluents, et puis l'étude donc des matériaux biodégradables. Donc, on travaille à la fois en prestation de services et en R&D autour de ces sujets-là, et on exploite pour cela une plateforme expérimentale qui regroupe nos installations d'essais et notamment des essais pilotes. Qui vont de l'échelle paillasse à l'échelle beaucoup plus élevée de l'ordre du mètre cube et qui nous permettent d'analyser un petit peu tous ces procédés, tous ces projets innovants et d'apporter des éléments de faisabilité, de dimensionnement, etc. Alors, pourquoi ça avance plus? Ça avance. Voilà quelques images un petit peu de nos installations. Et si je fais un focus de nos activités autour du sujet des biodéchets et puis de la biodégradabilité, première offre que je peux vous
détailler, c'est l'étude de la biodégradabilité. Donc, on est un laboratoire qui est reconnu par TÜV Austria, qui est l'un des principaux certificateurs autour des biodégradables sur notre partie de l'Europe. Et donc, on est reconnu pour la réalisation des essais de biodégradabilité en compostage domestique et industriel. On réalise aussi ces essais-là hors certification et également sur les thématiques de méthanisation sur lesquelles il n'y a pas de certification. Nos installations nous permettent également d'aller plus loin que les normes et d'aller simuler ces procédés-là et le comportement des biodégradables dans ces filières-là à des échelles plus importantes, pilotes et même in situ. On travaille également sur les sujets autour de la valorisation des biodéchets en compostage et en méthanisation avec des analyses autour de la caractérisation du gisement, de l'évaluation des tests des potentiels énergétiques des biodéchets, les taux d'inerte, qui est un sujet sur la qualité des biodéchets, et également la validation en pilote des dimensionnements et des projets. Et puis évidemment la qualité des digestats et des composts. Donc voilà en quelques mots notre activité autour de ces sujets-là. Et donc je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet de ce projet. Alors, j'ai un peu de mal à faire passer les slides. Voilà. Donc, le contexte de ce projet, donc on parle aujourd'hui des sacs de collecte de biodéchets. Ces sacs de collecte de biodéchets, dans certains cas, en fonction du contexte de pré-collecte, en fonction du contexte de collecte, de tri, de valorisation, on peut avoir besoin pour capter ces biodéchets des ménages ou des professionnels d'utiliser des sacs qui soient en papier, en plastique, en mixte. Ces sacs-là, ils doivent donc évidemment répondre à des fonctionnalités d'usage, mais également à un certain nombre de contraintes réglementaires. La première, et ça va être l'occasion pour moi de m'arrêter un tout petit peu sur le côté lexical, c'est une teneur en biosourcé à partir du 1er janvier 2025. Tous ces sacs devront avoir une teneur en biosourcé supérieure à 60%. Biosourcé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça a trait à la constitution de ce sac, de ce matériau. Et donc, ça veut dire que 60% des constituants du carbone qui constitue ce matériau-là est d'origine biosourcée. Ce dénominateur biosourcé ne présage pas du fait que ça soit issu de l'agriculture biologique et ne présage pas non plus que ça soit biodégradable. C'est vraiment une autre caractéristique. L'autre contrainte réglementaire, elle est que ce sac doit être biodégradable. Là aussi, je vais m'arrêter un tout petit peu sur ce que ça veut dire biodégradable. Biodégradable, ça veut dire que le matériau, il est capable d'être bioassimilé. Donc, j'ai bien dit bio, c'est-à-dire par la biologie du milieu dans lequel le matériau se biodégrade et à être transformé sous le format de carbone minéral, donc CO2, méthane, en fonction des milieux, en eau et en biomasse. Donc, ça sous-entend que cette biodégradabilité, elle est vraiment inhérente au milieu parce que les conditions biologiques ne vont pas être les mêmes quand on est dans un milieu de compostage, quand on est dans le sol, quand on est dans un milieu de méthanisation. Ça signifie qu'il va y avoir bien une bioassimilation, une transformation et pas juste une disparition. Et puis, ça veut dire aussi que ça respecte des conditions de durée. Si on parle de compostage, si on parle de méthanisation, on ne peut pas être sur des durées qui excèdent la durée de déroulement de ces procédés-là. Donc, la réglementation aujourd'hui, elle fixe la liste des matériaux qui peuvent être collectés en mélange avec les biodéchets, dont les sacs, et elle va fixer des exigences de biodégradabilité qui correspondent à un milieu de compostage domestique. Donc, elle va fixer les seuils. Ces seuils-là, donc je l'ai dit, ils sont équivalents à du compostage en domestique. Ils s'appuient sur la norme NFT 51800 et sont équivalentes au logo, vous voyez, la certification OK Compost Home, par exemple. Donc, elle va fixer les critères, les seuils, les durées, etc. Donc, ça, c'est le cadre réglementaire. Ces sacs-là, il faut aussi s'interroger sur leur devenir dans la filière réelle de valorisation des biodéchets, c'est-à-dire sur un territoire, si derrière le biodéchet est valorisé en méthanisation ou s'il est valorisé en compostage, c'est intéressant de l'envisager dès le choix du sac. Et aujourd'hui, le fait que la réglementation impose que le sac soit compostable domestiquement implique que si derrière votre filière de valorisation, c'est du compostage, il n'y aura pas de souci de compatibilité par rapport à cette filière de valorisation et à la qualité du compost lors de sa valorisation par retour au sol. Par contre, si vous avez une valorisation par méthanisation des biodéchets, et les biodéchets sont un substrat intéressant en méthanisation parce que très
avec un potentiel énergétique intéressant. Par contre, le caractère compostable domestiquement ne garantit pas que le sac va bien se biodégrader en méthanisation. Et donc, c'est dans ce cadre-là que du coup, le projet a été lancé. Donc, pour revenir un petit peu sur les critères qui sont regardés en compostage ou en méthanisation, donc on s'appuie, je l'ai dit, sur des textes de spécification. Ces textes de spécification, ils vont donc définir les différents critères qui doivent être étudiés. Ils vont définir la durée dans laquelle le matériau doit se biodégrader, les seuils à atteindre. Donc, en compostage domestique, on va avoir la norme NFT 51800. Par contre, en méthanisation, aujourd'hui, il n'y a pas de texte ni réglementaire ni normatif. Et ça, c'est vraiment un frein aujourd'hui, puisque du coup, je ne peux pas affirmer que mon sac est biodégradable en méthanisation, puisque je ne peux pas me référer à un texte normatif, réglementaire ou que sais-je. Donc, il n'y a pas de seuil, il n'y a pas de durée, il n'y a pas de critères définis pour dire qu'un sac est méthanisable. Les critères qui sont regardés, c'est des critères de constitution, de biodégradation, de désintégration et d'écotoxicité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, la constitution, c'est une mesure assez simple. On va regarder la teneur des matériaux en métaux et en fluor. Donc, pour les compostables, les textes précisent les métaux qui sont à regarder, les seuils, les méthodes, etc. En méthanisation, puisqu'il n'y a pas de spécification, je n'ai pas de liste à étudier. Ensuite, on regarde ce qu'on appelle la biodégradation. La biodégradation, on se place à une échelle, à une petite échelle, à une échelle vraiment moléculaire, et on va regarder ce qu'on appelle la biodégradation ultime, c'est-à-dire que le carbone du matériau se transforme bien sous le format de gaz, de biogaz, donc CH4, CO2, suivant les conditions. On est sur des conditions optimales, des petits volumes en conditions de laboratoire, et on va et sur le matériau au format poudre. Donc là, il existe des normes, méthodes pour les compostables. On s'appuie sur la NF-EN ISO 14855. En méthanisation, il existe également ces normes méthodes. Donc, les normes méthodes, c'est quoi? C'est un protocole PAIAS. Il nous explique comment on doit faire la mesure. Donc, en méthanisation, il existe plusieurs normes pour ce test-là. Plusieurs normes, pourquoi? Parce qu'elles vont être différentes en fonction du procédé de méthanisation, suivant s'il est plus liquide ou plus solide, suivant les températures aussi d'exploitation du méthaniseur. Par contre, puisque je n'ai pas de spécification en méthanisation, je n'ai pas de seuil. Donc, je ne sais pas si je dois atteindre 90%, 100%, 50%, et il n'y a pas de durée. En compostage, la température elle est fixée autour, pour le compostage domestique, de la température ambiante. On a 12 mois pour atteindre un seuil de 90% de biodégradation. Le critère suivant qui est regardé, c'est la désintégration. Donc, en biodégradation, je l'ai dit, on travaille vraiment sur le côté moléculaire, on travaille sur le matériau au format poudre. Pour la désintégration, on va s'intéresser au matériau fini, avec une notion d'épaisseur et de forme. Un matériau très épais peut peut-être ne pas se désintégrer alors que la molécule est biodégradable. Donc, en compostage, il y a plusieurs normes là, que j'ai listées qui vont permettre de définir les méthodes pour vérifier que j'ai bien une disparition visuelle. Donc, c'est bien un test complémentaire de la biodégradation, donc une disparition visuelle du matériau dans son format fini, dans le temps imparti. En méthanisation, c'est une méthode qui n'existe pas. Et ça, c'est vraiment un frein parce que il est très important de vérifier sur le matériau au format fini que j'ai bien une dégradation. Et puis finalement, on va vérifier que une fois que le produit est biodégradé, le milieu final, c'est-à-dire le compost ou le digestat, n'est pas impropre à une valorisation agronomique. Et donc, en compostage, on nous demande des essais sur plantes pour vérifier que je n'ai pas d'impact négatif sur la germination et la croissance. En méthanisation, encore une fois, je n'ai pas ce cadre-là. Donc, c'est dans ce cadre-là que GRDF a souhaité du coup lancer un appel à un AAP à destination des producteurs de sacs de biodéchets. Donc, GRDF a dans ses actions le fait de développer les gaz verts et du coup, la captation du gisement de biodéchets est un axe pour développer cette production de biogaz et en tant qu'ENR. Et donc, a souhaité travailler justement sur l'étude et l'émergence des sacs de collecte de biodéchets métacompatibles. Ce projet-là, donc, il a été mené en 3 phases. D'abord, une identification des sacs disponibles sur le marché, métacompatibles, une sélection
qui s'est opéré avec différents critères qui ont été étudiés, hein, les fonctionnalités, mais également la maturité de mise sur le marché, le taux de biosourcé évidemment, la durabilité du biosourcé, la compostabilité, qui est une condition sine qua non fixée par la réglementation, et puis les études qui avaient pu être menées déjà sur ces solutions-là. Et ensuite, du coup, il y a eu la phase d'évaluation laboratoire dans laquelle l'APESA est intervenue, pendant laquelle on a donc proposé un protocole, puisque vous avez bien vu qu'il manque des normes. Donc, nous avons proposé un protocole adapté à l'évaluation de la biodégradabilité dans ces filières de méthanisation, et on a évalué les sacs sélectionnés. Le protocole proposé, il a voulu s'appuyer sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est que on a souhaité que ce protocole soit représentatif de la filière méthanisation. Aujourd'hui, la méthanisation, en fait, elle existe un tout petit peu dans les normes. Elle existe comme une étape préalable au compostage, c'est-à-dire on méthanise et ensuite on va pouvoir composter le digestat. Or, ça, c'est un scénario qui existe assez peu finalement en France. Alors la statistique, elle n'existe pas telle quelle, mais en faisant une petite recherche par code ICPE, on s'aperçoit qu'il y a moins de 10% des installations en France qui ont une ICPE sur le même site, hein, pour la méthanisation et le compostage. Donc ça donne une idée des ordres de grandeur. Donc ça, c'est pas voilà, ce scénario de méthanisation puis compostage, finalement, qui est prévu dans les normes de biodégradation, finalement, c'est pas ce qui existe sur le terrain. Et ce qui existe sur le terrain, c'est de la méthanisation seule et une valorisation du digestat ensuite agronomiquement. On a voulu aussi un protocole qui, puisque je l'ai dit un petit peu, la méthanisation, c'est plusieurs technologies en fonction du taux de matière sèche, c'est-à-dire de la fluidité du milieu de digestion, également des températures. Donc, on est soit à 39 degrés, autour de 39 degrés, on parle de mésophile, soit à 55 degrés, on est en thermophile. La majorité des méthaniseurs en France sont sur un procédé, ce qu'on appelle infiniment mélangé, donc avec une teneur moyenne en matière sèche et en mésophile. Donc, c'est le scénario qu'on a testé. Et puis également, réglementairement, les biodéchets qui entrent en méthanisation vont devoir être hygiénisés, c'est-à-dire subir un traitement de 70 degrés pendant 1 heure pour assainir, hygiéniser ces déchets-là. Et donc, les sacs, si un jour ils arrivent dans ces filières-là, vont être hygiénisés en mélange avec les biodéchets. On a voulu également, dans ce protocole, proposer des essais laboratoires qui, demain, peut-être, pourront devenir des normes, c'est-à-dire des essais relativement simples à des échelles maîtrisables, reproductibles d'un laboratoire à un autre. Et on a voulu également compléter ce test-là avec des essais qu'on utilise habituellement pour étudier les filières, des essais qui permettent de rassurer les futurs exploitants de méthaniseurs qui vont accueillir ces biodéchets et ces sacs du coup dans les méthaniseurs pour vérifier quel peut être l'impact d'intégrer ces biodéchets dans un procédé et dans un méthaniseur. Donc, on a proposé un protocole en 6 étapes qui va forcément s'appuyer sur les essais de biodégradation, puisqu'il y a des normes qui existent, on les a fait évidemment. On a rajouté la composition qui existe telle qu'elle est faite en compostage. On a proposé un essai de désintégration pour coller un petit peu au schéma de protocole qui est fait en compostage, et puis donc les essais en pilote et des analyses sur la qualité du digestat, en s'appuyant sur le texte de socle commun que nous attendons sur les matières fertilisantes et socles de culture. Donc, il n'est pas encore sorti, mais comme il y a eu des versions en consultation, on s'est appuyé sur ces textes-là pour essayer d'anticiper un petit peu la réglementation autour de ces digestats, la réglementation de demain. Donc, voilà un petit peu une vue d'ensemble du protocole qui a été réalisé avec, vous le voyez, une première échelle laboratoire avec composition, biodégradation et désintégration. Donc, biodégradation, échelle moléculaire, conditions optimisées. Désintégration, on travaille sur le produit fini, mais encore en conditions maîtrisées, laboratoire optimisé. Et ensuite, une échelle pilote où là, on va vraiment simuler le fonctionnement d'un méthaniseur tel qu'il peut être sur le terrain avec une ration mixte et l'intégration au jour le jour, quotidiennement, de sacs de collecte dans cette ration. Et puis l'analyse des digestats in fine. Donc, on va regarder un petit peu ces différentes étapes une par une et les résultats qu'on a obtenus. Donc, les sacs lauréats, avant de présenter les résultats, donc on a travaillé sur 3 sacs. Un sac en base papier et 2 sacs plastiques. Donc, il y avait le sac fourni par Recibio, le sac Sumus. C'est un sac à base de Kraft qui se compose de 2 parties, l'extérieur, le sac, et puis il y a un double fond en cartonnette
les choses ont un peu décalé, un double fond en cartonnette. Donc, on a travaillé sur l'ensemble, hein, le fond et le sac, en gardant les proportions évidemment. Ensuite, on avait un film plastique à destination de fabrication de sacs fourni par Kaneka. Et puis, un sac plastique qui est aujourd'hui apte et finalisé, fourni par PTL du groupe Sphère. Dans la relation entre ces lauréats et puis GRDF, il y a une convention de partenariat avec une anonymisation des résultats. Donc, tous les résultats que je vais vous présenter sont anonymisés et donc les différents sacs sont nommés A, B et C pour garantir cette anonymisation. La première étape, du coup, a été la préparation de ces sacs. Pourquoi ça n'avance pas ? Voilà. La préparation de ces sacs, donc on a, vous le voyez, broyé les différents sacs pour les besoins des essais de biodégradation. On a découpé en morceaux parce que on travaille sur le produit fini, mais un sac c'est grand et donc à l'échelle pilote, on ne peut pas mettre un sac en entier. Il y aura un effet d'échelle qui ne serait pas cohérent. C'est exactement ce qui se fait également sur les essais qu'on fait en compostage. Hein. Et donc on découpe les sacs, les matériaux sur des morceaux de 50 mm par 50 mm. Et puis, on a simulé l'hygiénisation à l'échelle labo, donc 70 degrés pendant 1 heure en mélange avec des biodéchets. Et donc, tous les essais ont été réalisés sur les sacs après hygiénisation. Donc, première étape, ça a été l'analyse de composition. Donc là, je vais passer assez rapidement puisque finalement, c'était uniquement des sacs compostables. Donc, c'est des essais qui sont également demandés pour l'évaluation de la biodégradabilité en compostage. Donc, sans surprise, tous les sacs sont conformes aux seuils normatifs qui sont utilisés en compostage puisque forcément, ils étaient déjà certifiés compostables. Donc, en termes de composition, pour avoir une démarche globale, on a refait cette analyse, mais évidemment, on a retrouvé cette conformité-là pour l'ensemble des sacs testés. Deuxième étape du protocole, c'est l'analyse de biodégradation. Voilà. Hop. Donc, la biodégradation ultime, donc là, on s'est basé sur la norme ISO 13975, qui est une norme qui simule un méthaniseur infiniment mélangé et on l'a mené en mésophile, donc au taux de 39 degrés. Le sac a été donc testé en format poudre et on a choisi une durée de 90 jours puisque il n'y a aucun texte qui nous fixe de durée. Pourquoi 90 jours il fallait bien choisir un temps. On a choisi 90 jours parce que c'est un temps de séjour, on va dire moyen qu'on peut retrouver sur les méthaniseurs de type territoriaux agricoles. Donc, on a choisi 90 jours. Voilà. Les résultats pour ces tests de biodégradabilité, je vous les présente sur la figure ci-contre. Voilà, donc vous voyez des taux de biodégradation atteints entre 60 et 100%. Avec des cinétiques relativement rapides, puisque vous voyez qu'au bout de 30 jours, on a quasiment atteint le résultat final finalement de biodégradation. Ça veut dire que les sacs se biodégradent finalement quasiment en 1 mois et que même si on voit que notamment pour la courbe grise, on gagne quelques pourcentages de biodégradation et on voit que la cinétique n'est pas terminée. Donc, on aurait sûrement, si on avait laissé plus longtemps, on aurait sûrement atteint des taux de biodégradation plus importants que ce 60%. Mais finalement, des dégradations assez rapides. Et donc, on a arrêté l'essai au bout de 90 jours, considérant qu'au-delà, on n'était pas dans des temps qui arriveraient sur un méthaniseur industriel. Ces résultats-là, ils ne sont pas dépendants du type de sac. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la courbe orange, c'est une des modalités plastiques, par exemple. Ça peut être contre-intuitif, mais c'est ça qu'on observe. Donc, voilà, en fonction des résultats. Ce résultat-là, on le compare à un seuil. J'ai du mal à faire avancer les slides, je suis désolée. Tac. Donc, on le compare à un seuil habituellement de 90%. 90%, c'est le seuil qui est demandé en compostage. Donc, vous voyez que sur ces résultats-là, aujourd'hui, il n'y aurait que le sac A qui serait, je mets du conditionnel, qui respecterait ce seuil de 90%. Je module un tout petit peu pour les sacs en papier, puisque dans la norme compostage 51800, on stipule bien qu'en fait, les matériaux d'origine naturelle, et notamment tout ce qui est pâte à papier, du coup, sont considérés
biodégradable. C'est-à-dire que demain, si vous mettiez une paille, par exemple, dans ce genre de test, vous n'obtiendrez jamais 100%, puisqu'il y a toujours une part du carbone qui va être résistante à la biodégradation et qui va rester dans le compost ou dans le digeste. Il va servir justement agronomiquement dans le retour au sol. Et donc, ces normes-là prennent ça en compte. Et donc, tous les matériaux naturels qui sont listés là, finalement, sont reconnus biodégradables. Donc, les sacs en papier, il faut moduler un tout petit peu ce seuil-là parce qu'en fonction de leur composition, et je dis bien en fonction de leur composition, s'ils n'intègrent que des matériaux naturels, c'est-à-dire que de la pâte à papier, par exemple, qu'il n'y a pas d'autres éléments, finalement, ce seuil de 90% ne serait pas forcément à regarder, quoi. Donc sur ce résultat-là, finalement, si notre sac en papier tombe là-dedans, et je dis si parce que dans ce projet-là, on n'a pas connaissance de la constitution précise, on aurait potentiellement 2 sacs qui seraient conformes à ce taux de 90%. Et puis là, je vous présente la comparaison des résultats sur ces sacs par rapport à des biomasses classiquement testées en méthanisation. Donc sur le graphe de gauche, vous avez les résultats en termes de potentiel méthanogène, c'est-à-dire en production de méthane par rapport au sac brut ou à la quantité de matière organique. Vous voyez que les sacs qu'on a testés vont avoir des potentiels méthanogènes autour de 400 normomètres cubes de méthane par tonne de matière organique. Voilà, alors que sur des biodéchets, on va être sur des BMP de l'ordre de 450, les fumiers de l'ordre de 200, voilà, des pailles autour de entre 200 et 300. Donc, voilà, des potentiels méthane intéressants. Et puis, quand on regarde les taux de biodégradation de ces autres biomasses, c'est là où on s'aperçoit que, par exemple, les fumiers bovins ont des taux de biodégradation de l'ordre de 40%. Donc, voilà, j'aime bien comparer un petit peu ces résultats-là. On passe maintenant à la désintégration. Donc, sur la désintégration, donc là, on a travaillé sur le matériau au format de morceaux. On est venu les immerger dans des réacteurs de méthanisation avec une agitation mécanique. Donc, on les a placés dans des petites caissettes ajourées avec des mailles de 2 mm. Et on a immergé tout ça dans des pilotes de méthanisation alimentés en semi-continu avec une agitation mécanique, considérant que l'agitation mécanique pouvait avoir un effet finalement d'élitement, de friction, etc. Et là, on les a immergés donc pendant 90 jours de manière maîtrisée. Et on a fait 2 types d'évaluations au cours du temps. Donc, tous les 15 jours, on est venu repêcher ces sacs-là et on a eu une évaluation un petit peu qualitative en essayant de prendre en compte la couleur, la texture, les trous éventuels au cours du temps. Et puis, à la fin à la fin des 90 jours, on a une évaluation quantitative. On a récupéré les sacs et là, on a séché, pesé pour avoir une mesure précise de finalement est-ce qu'il restait des sacs ou est-ce qu'on avait des résidus. Donc voilà les résultats qu'on a. Donc là, vous voyez qu'on a des cinétiques finalement assez similaires à la biodégradation avec des désintégrations finalement assez rapides au cours du temps. Et on obtient des désintégrations entre 40 et 100%. À la fin des 90 jours. Encore une fois, sur la courbe grise, on voit que finalement la cinétique n'est pas terminée et que certainement si on avait laissé durer les sacs plus longtemps, laissé durer les essais plus longtemps, on aurait eu peut-être des résultats meilleurs pour cette modalité-là. Troisième étape du protocole, c'est l'essai pilote. Donc, un essai pilote, vous voyez une petite photo de ce que c'est un pilote. Un pilote, c'est quelque chose qui va simuler un méthaniseur. Donc, on a une cuve agitée, chauffée et qui est sur un skid avec toute l'instrumentation nécessaire en termes analytiques. Donc, sur Peson avec de la débimétrie pour mesurer les volumes de biogaz. Et la qualité de ces biogaz-là. Et puis, chaque jour, on va venir alimenter tel que ça se fait sur les unités industrielles. On a choisi une ration mixte à base d'effluents d'élevage et puis de biodéchets, donc mixte pour équilibrer un petit peu biologiquement tout ça. Et on est venu ajouter les sacs dans ce mélange-là, pardon. Et on a regardé au cours du temps l'impact de l'ajout de ces sacs-là. Donc, il y a eu un témoin sans sac et puis il y a eu un pilote par modalité, donc trois pilotes, donc un témoin, 3 pilotes, 4 pilotes au final. Et on a regardé l'impact de l'ajout de ces sacs sur, d'une part, la stabilité biologique du méthaniseur, parce qu'il ne faut pas qu'ajouter ces sacs vienne déséquilibrer tout le système, évidemment. Les performances de production de gaz. Et puis, on a regardé également comment se comportent ces sacs, parce que c'est important pour les méthaniseurs de regarder si les sacs viennent
viennent se coller sur les pales? Est-ce qu'ils flottent? Parce que ça peut engendrer des problèmes sur l'exploitation quotidienne. Et puis, on a regardé évidemment le taux de désintégration. Est-ce que finalement, on retrouve ce qu'on a vu juste avant? Et puis, on a pu produire avec ces outils-là un digestat représentatif qui a été analysé. Alors, pourquoi ma slide change toute seule? Alice, je ne sais pas si c'est toi qui fais tout bouger. Voilà. Et donc, tous les 15 jours, on a ouvert, vous voyez ici la photo de l'intérieur du pilote. Et on est venu regarder où se situaient les sacs. En termes de résultats, donc sur la partie suivi, impact sur la stabilité biologique des méthaniseurs, ça ne veut pas s'afficher, j'ai vraiment du mal, je suis désolée à faire avancer mes slides. Voilà, donc je vous présente ici. Donc, oui. Ça fait presque une demi-heure que tu as commencé. Est-ce que tu peux aller vite pour laisser de la place pour les autres et pour les questions à la fin, s'il te plaît? Merci. Je fais vite. Donc là, on voit très vite que finalement, il n'y a pas d'impact négatif sur la stabilité biologique de l'ajout de ces sacs. Les 4 barres sont dans les mêmes gammes. Sur la partie performance de biogaz, même scénario, il n'y a pas d'impact particulier négatif sur l'ajout de ces sacs, donc pas d'impact positif non plus, puisqu'en fait, les sacs ont un potentiel intéressant, mais on n'en ajoute pas en grande quantité. Donc, ça ne se voit pas au final. Et puis, sur le comportement physique, on a bien des sacs qui sont en mélange dans le milieu, qui ne flottent pas, qui ne s'évacuent pas forcément. Donc, pas de souci particulier. Sur le taux d'inerte, et taux de désintégration que je vous présente sur le dernier petit graphe en bas, il est finalement en corrélation avec ce qui a été vu juste avant. Donc, je fais vite. Voilà. Sur la qualité des digestats, donc, on a regardé les différents paramètres qui sont aujourd'hui pressentis sur le futur texte de socle commun. Et donc, je vous présente la partie composition agronomique. Sur la partie composition agronomique, vous voyez qu'il n'y a pas d'impact particulier de l'ajout de ces sacs. Il n'y a pas des paramètres qui auraient bougé plus que ça. Sur la teneur en inerte, on a des seuils dans la réglementation autour de 3 grammes d'inerte plastique par kilo de matière sèche de digestat. Forcément, pour les sacs qui ont eu des taux de désintégration pas très élevés, on a des taux d'inerte importants qui sont au-delà des seuils de la réglementation, ce qui est logique, et ce qui veut dire que finalement, ces digestats-là nécessiteraient un post-compostage pour pouvoir être valorisés. Hop, je fais vite. Le futur texte de socle commun prévoit des mesures sur les métaux, sur les dioxines, sur les HAP, sur les PCB. Donc, vous voyez, je vous présente les résultats là. Sur aucun des paramètres, on a vu d'impact très significatif. Attention, les échelles sont parfois en log 10 pour pouvoir tout présenter. Donc, pas d'impact significatif et négatif sur cette qualité des digestats. Et avant-dernière slide, mesure de perturbateurs endocriniens, pas d'activité œstrogénique pour aucun des digestats. Et puis, 2 essais, je suis un peu frustrée aujourd'hui sur la phytotoxicité et l'écotoxicité. Malheureusement, des essais biologiques prennent un tout petit peu plus de temps et je n'ai pas encore tous les résultats. Donc, j'ai à peu près 2/3 des résultats. Donc, ce qu'on a reçu pour l'instant montre qu'il n'y a pas d'effet, mais j'ai encore des résultats qui sont en attente. Donc, là-dessus, on ne peut pas complètement conclure aujourd'hui. Voilà, et dernière slide avant de laisser la parole à mes collègues. Donc, c'est le récap. Donc, vous voyez que suivant les formulations, on a des résultats qui peuvent être très différents, avec des sacs plastiques ou papier qui sont biodégradables dans les conditions qu'on a pu tester, et puis d'autres qui aujourd'hui ne sont pas tout à fait aussi biodégradables qu'on le voudrait. Donc, des sacs de collecte métacompatibles, on voit que ça existe, mais on voit aussi qu'il y a besoin de monter en maturité du marché, puisqu'il y en a très peu et que c'est encore des résultats très variables suivant les formulations, et aujourd'hui la nécessité d'un cadre normatif pour accompagner ce développement-là. Je vous remercie et désolée pour la durée de l'intervention. Merci beaucoup Camille. Je vais donc passer la main à Patrick Dabert d'INRAE qui va nous présenter, si j'arrive à vous projeter sa présentation. Excusez-moi. Top. Là, on va se déplacer. Je bascule, on ouvre et on repartage. C'est parti. Patrick, à toi pour nous donner les dernières nouvelles de la recherche sur ce sujet. Oui. Merci Alice. Merci Camille pour la présentation qui est très complémentaire à ce dont je vais vous parler maintenant. Est-ce que vous voyez ma souris quand elle bouge là? Non. En fait, c'est la souris de Alice qu'on voit.
Si je pense qu'on l'a. Ah, non, c'est bon. OK. Donc, je suis Patrick Dabert, je suis chercheur à l'INRAE dans une unité qui s'appelle Opal et qui est basée à Rennes. Et donc, cette unité, alors, pour changer les diapos, ouais, cette unité donc est composée d'environ 40-50 agents permanents plus des non permanents. Et il y a 4 équipes que je vais juste vous présenter très rapidement. Moi, je suis dans une équipe qui s'appelle Pandore où on travaille sur les procédés de valorisation des déchets. Et on s'intéresse aux procédés biologiques. Donc, on fait du compostage, la méthanisation, voire de la culture de microalgues. Il y a une autre équipe qui s'appelle Saphir, qui est plus sur les aspects impact. Donc, par exemple, ici en bas, vous avez une photo où on va mesurer les émissions gazeuses après épandage. Une autre équipe, IRM Food, qui travaille avec plutôt en agroalimentaire sur les produits biologiques, et une dernière, Acta Aérolique, qui est en mécanique des fluides. Et donc, je vous ai mis en bas à droite là une petite photo d'un drone, parce qu'en collaboration avec eux, on développe un système de drone pour détecter les fuites de biogaz au-dessus des méthaniseurs. Rapidement, ce qui est intéressant chez nous, c'est qu'on a des grands plateaux techniques avec des pôles analytiques assez développés. Donc, vous voyez ici le pôle pour les déchets où on va du réacteur, par exemple, microalgues de quelques litres à des composteurs. Et on a aussi un pilote de méthanisation de 15 mètres cubes qui est situé à côté de Rennes, à Saint-Gilles, qui traite des effluents d'élevage pour faire donc un certain nombre d'expérimentations. L'équipe aérolique, elle a une soufflerie qui est la plus grande soufflerie de recherche en Europe. Vous voyez ici un collègue qui est debout à côté de la soufflerie. Et puis donc l'équipe IRM avec des IRM corps entiers qui permettent de faire des mesures sur des animaux entiers, par exemple. Alors, on va venir à la question des plastiques. Donc nous, on s'intéresse, comme je vous le disais, à la valorisation biologique des déchets. On a beaucoup travaillé sur les effluents d'élevage et maintenant on est beaucoup passé aux biodéchets. Et comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, on s'est rendu compte que depuis quelques années, on voit apparaître des emballages et des sacs qui ont été présentés comme biodégradables pendant un certain temps et qui en fait se dégradent plutôt en compostage et très mal ou voire pas du tout en méthanisation. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Et donc, on a, il y a à peu près 4 ans, on a déposé un projet à LNR qui s'appelle Biocyplast, qui est en collaboration avec l'UMR IAT, donc une unité INRAE de Montpellier, et l'Université de Rennes, des gens qui travaillent sur les microplastiques. Et donc, le but de ce projet, c'était d'étudier un peu comment se passe la dégradation des sacs qui aujourd'hui sont distribués autour de Rennes pour faire de la collecte sélective de biodéchets. Donc, on a des sacs papier Kraft Sumus, comme a été présenté par Camille, et autour de Rennes, on a des sacs plastiques qui sont pas, dont on ne connaît pas complètement l'origine, mais qui a priori seraient des sacs en Materby. Et donc en fait, on a étudié aussi des nouveaux matériaux. Donc là, je vais très peu vous en parler. Donc c'est du matériau en polyhydroxybutyrate et hydroxyvalérate, PHBV, qui lui est plutôt utilisé pour faire des barquettes. Et donc, l'objectif de tout le projet, en fait, ça a été de développer ces matériaux, de tester leur compostabilité, leur dégradation en méthanisation, et puis jusqu'à voir est-ce qu'on a production de microplastiques. Donc, on est sur des projets de recherche, hein, on n'est pas sur des études qui sont faites selon les normes, même si on utilise à peu près les mêmes méthodes. Et notre objectif, c'est vraiment de comprendre la dégradation. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui des sacs et je ne parlerai pas des emballages, sachant que il y a une thèse qui a été faite, qui a été soutenue vendredi dernier par Paul Derken, qui va être disponible dans la littérature dans les mois prochains et qui a montré qu'on pouvait fabriquer des emballages en PHBV que l'on peut dégrader en test BMP en 50 jours à 38 degrés. Et lorsqu'on inclut de la cellulose dedans, on gagne du temps sur la dégradation et on peut avoir une dégradation complète en un petit peu plus de 20 jours. Donc ça a été présenté vendredi dernier et ça sera disponible dans la littérature même scientifique à partir de l'année prochaine. Donc aujourd'hui, je vais vraiment faire le focus sur les sacs. Alors je vais vous présenter 3 expériences qui ont été menées
une première qui est avec un pilote de microméthanisation mésophile. Ensuite, des tests de dégradation ultime en BMP, comme un peu ce qu'a présenté Camille. Et finalement, qu'est-ce qu'on a essayé ou qu'est-ce qu'on travaille aujourd'hui pour essayer d'améliorer la dégradation. Et donc, comme je disais, c'est des résultats de recherche qui sont en cours, donc qui sont à prendre pour ce qui sont des résultats de recherche. On va démarrer par le micropilote de méthanisation. Donc ça, c'est un pilote qui fonctionne aujourd'hui au laboratoire, qui a été développé dans un projet européen qui s'appelait Decisive. Et l'idée de base, c'était de faire un méthaniseur utilisable sur un quartier pour traiter les biodéchets, et donc qui fonctionne de manière le plus rustique possible. Donc, c'est un pilote qui est composé de deux parties. Il y a une première partie qui est le réacteur de méthanisation, qui est un réacteur piston de 100 litres, et qui est connecté à un deuxième réacteur qui, lui, sert à finir la dégradation. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Donc, le réacteur sert à finir la dégradation et à stocker tout le lixivia qui est produit pendant la dégradation. Donc, comment ça fonctionne? En fait, l'idée, c'était que il faut que ce soit facilement gérable. Donc, le réacteur piston, en fait, est monté sur un système avec une manivelle et on peut le mettre à l'horizontale. On a ce qu'on appelle des cassettes dans lesquelles on peut mettre les biodéchets. Donc, vous voyez qu'on ne les broie pas, hein, ils sont juste tels que sortis d'une cantine, plus ou moins découpés. Et on va introduire la cassette avec le biodéchet dans le tube du réacteur et on va fermer le réacteur. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que on peut rentrer 8 cassettes dans le système. Donc, en fait, on va remplir le réacteur avec les biodéchets et puis ensuite, il va fonctionner en piston. Donc, on l'ouvrira d'un côté, on sortira une cassette où ça sera digéré et on rentrera une cassette avec le déchet neuf. Et on a un système de recyclage du lixivia qui permet de réinoculer le massif plusieurs fois par jour et de stocker les lixivia pendant un certain temps avant de les évacuer et évacuation du biogaz. Alors, le réacteur fonctionne à 40 degrés. Avec des déchets de table, à peu près à 20% de matière sèche, on ne fait pas de pré-traitement. On rentre 2 cassettes par semaine, c'est-à-dire à peu près 16 kg de biodéchets par semaine. La recirculation, c'est 2 fois 30 minutes par jour. Et donc, on rentre environ, comme on rentre 2 cassettes et qu'on a la place pour en mettre 8, on a un temps de séjour de 4 semaines. Quand on travaille comme ça, on a une production de biogaz d'à peu près 2,7 m3 par semaine, à un taux de méthane de 62%. Avec une performance de 520 litres de méthane par kilo de matière volatile. Donc, on est à peu près à 85% du calcul théorique en BMP par rapport aux déchets entrants. Alors, on a voulu tester l'idée, oui. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en fait, à un moment, il nous est venu l'idée que les cassettes, c'était pratique, mais pas forcément très facile à gérer. Et que ce qui serait idéal, c'est que les citoyens puissent venir avec leurs sacs et qu'ils mettent directement les sacs dans le réacteur. Et donc, on a fait des essais où on a pris donc à peu près 2,5 kg de biodéchets qu'on a stockés donc pendant 3 jours dans les sacs Kraft. Ce qu'on voit, c'est qu'au bout d'un moment, si les déchets humides, on va avoir des écoulements de jus. Ensuite, bon, ça, on imagine qu'on ne le fera pas en quartier, mais on sait que dans les systèmes réels, il y a une hygiénisation de 1 heure à 70 degrés. Donc, on a mis les sacs dans une étuve pour être traités pendant 1 heure à 70 degrés. Et ensuite, on a mis nos sacs avec les déchets à l'intérieur dans nos cassettes pour voir comment ça se dégradait. Alors, les points importants, c'est que donc, effectivement, on a vu du jus pendant le stockage. On a aussi vu que les sacs papier avaient tendance à se décoller au moment de l'hygiénisation et qui commençaient à être fragilisés en fait après l'hygiénisation. Ah, Alice, ça passe plus les diapos. Ah, ça y est. Donc, on a fait la même chose avec nos sacs en plastique, donc qui nous ont été présentés comme des sacs plastiques compostables à base d'amidon.
On leur a fait passer 1 heure à 70 degrés, on les a mis dans les cassettes. Ce qu'on a vu, c'est que l'avantage du sac plastique, c'est qu'on n'a quand même pas d'écoulement de jus sur une période aussi courte, en 3 jours. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que le sac est quand même légèrement impacté par 1 heure à 70 degrés, mais ça se voit au toucher, mais ça le rend pas particulièrement fragile. Alors, décidément. Donc, après être passé dans le réacteur, voici ce qu'on observe. En haut, vous avez les biodéchets avant et après digestion pendant 4 semaines dans le réacteur. Là, vous avez la valeur du pH du digestat qui reste très basique. La quantité de matière sèche du digestat à la fin, donc après digestion, qui est entre, donc on va dire 8 et 15%. Et on voit que cette matière n'est pas totalement digérée, puisque dans cette matière sèche, on est à peu près à 80% de matière volatile toujours. Quand on fait le calcul de la dégradation, on se rend compte que donc dans nos cassettes sans sac, on est entre 85 et 96% de dégradation de la matière organique du biodéchet. Lorsqu'on est avec le sac plastique, lorsqu'on n'a pas de sac, dans la manip où on n'avait pas de sac, on avait 92%. Avec le sac, on était plutôt à 85%. Et on voit toujours le sac plastique ici. Quand on est avec le sac papier, on obtient sans sac 97% de dégradation et avec le sac un petit peu moins, toujours 90%. Alors par contre, on voit des morceaux de papier, mais on ne voit plus le sac. Il a été comment dire, délité, dégradé en partie. Alors, diapo suivante. Hop, c'est raté. Voilà. Donc, comme je vous disais, le sac Kraft, il reste des fragments, mais il est très fragile en fait. Si on essaye de le manipuler, il se déchire. Par contre, le sac en plastique, on se rend compte qu'on peut toujours l'attraper. On peut même le laver. Et si on compare le digestat à l'extérieur du sac et le digestat à l'intérieur, on voit bien déjà à l'œil que en 4 semaines à 40 degrés, on a une différence, c'est-à-dire que le fait d'être dans le sac, en fait, ça a limité la dégradation des biodéchets. Alors, pourquoi est-ce qu'un sac à base d'amidon ne se dégrade pas en digestion anaérobie? Parce que l'amidon, a priori, c'est totalement biosourcé biodégradable. Alors, la réponse est simple, c'est parce qu'il n'est pas composé d'amidon. Quand on fait une analyse thermique, ici, vous avez ce qu'on appelle un thermogramme. Donc, on prend le matériau, on va augmenter la température et en fait, au bout d'un moment, et on le pèse. Donc, au bout d'un moment, quand il y a une partie du matériau qui atteint son point où il va brûler, en fait, la masse diminue. Et donc, on voit bien sur les sacs qu'on a utilisés qu'on a 2 points de brûlure en fait. Un premier point qui correspond à l'amidon et un deuxième point qui correspond à un polymère qui s'appelle le PBAT, donc polybutylène adipate terephthalate, qui peut être produit de manière biosourcée, mais qui en général, quand on regarde l'European Bioplastic, il est plutôt produit par des matières fossiles et il est considéré par European Bioplastic comme biodégradable. Donc en fait, nos sacs sont composés à 70% de ce PBAT et seulement 20-30% d'amidon. Donc, comme disait Camille tout à l'heure, dans l'avenir, ce type de sac ne pourra plus être considéré comme biosourcé parce qu'il a 70% de matière fossile. Alors, pour le coup, ça nous a posé la question de regarder d'autres sacs. Décidément, j'ai vraiment un problème pour passer les diapos. Soit ça passe pas, soit ça passe trop vite. Voilà, donc on a voulu regarder d'autres sacs et pour le coup, comme on voulait ça met du temps à faire les manips en pilote, on a fait des manips en dégradation ultime comme a présenté Camille, c'est-à-dire que on va regarder des productions de gaz. On a l'inoculum tout seul, sans substrat, qui lui va toujours produire un petit peu de gaz et ensuite on va tester nos matériaux et quand on va regarder la quantité de gaz produite par rapport à l'inoculum, on saura qu'est-ce qui a été dégradé. Il y a d'autres points importants, c'est que dans notre cas, donc on a un contrôle positif qui est de la cellulose en poudre. Nous avons testé les matériaux par fragments de 2 par 2 cm. On a travaillé à 38 ou 55 degrés et sans agitation. L'autre point qui est important, c'est que les valeurs qu'on donne de dégradation, en fait,
Quand on est avec des matériaux commerciaux, on a un problème, c'est qu'on ne connaît pas leur composition exacte. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure leur demande chimique en oxygène et ensuite, on va calculer combien de méthane a été produit. Et donc, la dégradation, ça sera la quantité de DCO produite sous forme de méthane divisée par la quantité de DCO apportée par le matériau et tout ça multiplié par 100. Alors, on a testé 5 sacs en papier craft. Donc le sac Sumus qu'on avait vu tout à l'heure, des sacs fruits et légumes de supermarché donc qui sont un petit peu brillants, et puis des sacs qui nous avaient été confiés par une entreprise où c'est des sacs en craft mais qui eux sont pas brillants ou sont pas traités comme les sacs Sumus. Ce qu'on a vu, c'est qu'ils se dégradent tous. Sauf que les sacs Sumus et les sacs pour fruits et légumes qui sont un espèce de traitement, là, qui sont un peu brillants, ils se dégradent en général moins vite que les autres. Et notamment, après 70 jours en BMP à 38 degrés, on voit toujours les pièces de 2 cm qu'on a mis dans les BMP. Et par contre, ils sont très fragilisés, donc si on essaye de les manipuler, ils se déchirent. Ensuite, on a testé 6 autres sacs. Donc, quand on a regardé la composition, on a deux types de sacs qui étaient à base de PLA et de PBAT. 3 autres à base donc de TPS et amidon, amidon thermoplastique, plus du PBAT, puis un sac dont on n'a pas la composition et qui est décrit comme fabriqué à partir de matières végétales renouvelables, fécule de pommes de terre. Ces sacs ont tous la certification TÜV OK Home Compost. Et lorsque on les passe en BMP, donc ici je vous montre, donc vous avez ici comme ce que présentait Camille tout à l'heure, on a le temps. Donc nous on a fait des expériences jusqu'à 60-70 jours. On a notre contrôle cellulose qui se dégrade bien. On voit qu'avec le sac Craft, on est à peu près à 45% de dégradation et les sacs plastiques en Materby donc sont à 13% de dégradation. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il n'y a pas de fragmentation, c'est-à-dire qu'à 64 jours, si on regarde dans nos BMP, on voit toujours nos sacs en pièces de 2 cm par 2 cm. Et la différence entre les deux, c'est que les sacs en Craft sont devenus fragiles, alors que le sac en Materby, lui, n'est toujours pas fragilisé. Lorsqu'on regarde les autres sacs qu'on a testés, en fait, on se rend compte qu'on a toujours à peu près la même image. C'est-à-dire que les sacs sont à base d'amidon avec PBAT vont se dégrader donc entre 10 et 20 et quelques pourcents. Alors il y a un cas de sac qui lui nous a présenté une dégradation que de 6%. Et en fait, les deux autres sacs à base de PLA et de PBAT, en fait, ont présenté une production de gaz quasiment comme le blanc, donc ce qui montre pas de dégradation. Et ces sacs ne se sont pas fragilisés non plus. Au bout des 60, on était à, je sais plus, 64 jours. À 38 degrés, ils gardent leur structure. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer la dégradation de ces sacs? Il y a plusieurs solutions. La première, c'est d'avoir des enzymes qui peuvent dégrader les polymères. Donc ça, c'est des travaux qui ont été faits avec la société Carbios, où ils nous ont fourni gracieusement des films à base de PLA pour qu'on puisse les tester, donc sans et avec enzymes. Et donc, en fait, vous retrouvez ici le même type de test avec le contrôle cellulose, le Craft qui ici se dégradait plutôt à 58% dans cette manip-là, le Materby à 25% et puis le film PLA tout seul qui se dégrade à peu près comme le Materby et qui toujours est intact à la fin du BMP. Lorsque on rajoute, on a un film qui contient de l'enzyme, on se rend compte qu'on a une dégradation qui est nettement supérieure. On monte à 78% de dégradation. Et surtout, ce qu'on voit, c'est qu'on a une dégradation qui est très rapide. Et en fait, lorsqu'on regarde la fragmentation, le film sans enzyme, au bout de 68 jours, est toujours sous forme de pièces en 2 cm par 2 cm, alors que le film qui contient de l'enzyme, en fait, dès 3 jours d'incubation, il s'est complètement désintégré en tout petits fragments qui, à la fin
du processus sont à peine visibles. L'autre façon d'augmenter la dégradation, c'est d'augmenter la température, parce qu'on sait qu'en fait, les plastiques sont sensibles à la température. Donc, on a fait des essais de BMP. Là, vous avez toujours les contrôles qu'on a depuis le début, à 55 degrés. Et on a travaillé donc avec les mêmes films, avec ou sans enzymes, qui est fourni par Carbios. Et donc, ce qu'on constate, en fait, c'est que les films en Materby, par exemple, on n'améliore pas vraiment la dégradation quand on passe à 55 degrés. Les Kraft, un petit peu, mais pas énormément non plus. Par contre, on voit que les films en PLA, eux, se dégradent très bien. Et par contre, ils mettent un certain temps. Le film qui a reçu l'enzyme, en fait, va se dégrader aussi bien, mais beaucoup plus vite, puisqu'en fait, donc, les films en PLA vont se fragmenter au bout de 28 jours, alors que les films PLA avec l'enzyme se fragmentent au bout de 7 jours. Donc, on a une dégradation qui est vraiment accélérée lorsqu'on met les enzymes. Un autre moyen donc, de tester d'améliorer la dégradation, c'est de faire des traitements. Alors, ce que je vais vous présenter, on sait très bien que ce n'est pas du tout envisageable, ou pas, pour moi pas souhaitable en industriel, mais on voulait voir en fait s'il y avait moyen de solubiliser ces matériaux. Et donc on s'est basé, alors il y a des travaux qui ont été faits, la thèse de Guillaume Cazodéor qui a été faite à l'APESA justement. Si vous n'avez jamais lu, c'est une Bible, il y a énormément d'informations dessus, donc je vous invite à la lire, elle doit être disponible sur Internet. Et où il avait déjà fait des essais sur le PLA, et il montrait que les essais acides marchaient très peu pour faire de la solubilisation et que par contre les essais thermoalcalins fonctionnaient bien. Nous, on a voulu tester, puisqu'on a vu que dans nos matériaux, c'est probablement le PBAT qui pose problème. On a testé la même chose. On a vu comme lui que les essais acides avaient très peu d'impact sur la solubilisation du matériau. Par contre, lorsqu'on fait des tests thermoalcalins, on peut avoir un impact. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que donc on a pris nos carrés de 2 cm par 2 cm, on les a soumis à des traitements à la soude, 1 molaire ou 2,5 molaires, et 48 heures à 60 ou 80 degrés, ce qui est quand même un traitement plutôt fort. Et on a obtenu comme ça des fragments de PBAT qui avaient été traités. L'idée, c'est qu'ensuite, on va neutraliser toute cette solution et on va mettre la solution complète avec les fragments qui sont toujours présents et ce qui a été solubilisé dans des tests BMP pour voir est-ce que ça améliore la production de gaz. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Alors, la solubilisation, déjà, on se rend compte que malgré un traitement de choc jusqu'à 80 degrés et 2,5 molaires de soude pendant 48 heures, on ne solubilise que 36% du PBAT. Lorsqu'on fait une analyse, parce qu'on a des outils pour voir un petit peu, on sait que le PBAT, c'est à peu près cette structure-là de molécules, que si on a de la dégradation, on va casser les liaisons ester et libérer de l'acide adipique et du butanediol. Donc on a fait des analyses en chromatogaz et spectro de masse et on a vu qu'effectivement on avait libéré ces molécules. Mais par Merci contre, Patrick. Si on veut avoir un tout petit peu de temps pour des échanges à la fin, est-ce que tu peux aller assez vite à la conclusion? Merci beaucoup. J'y suis. Donc à la fin, ce qu'on a vu, c'est que lorsqu'on met ça dans le test BMP, notre PBAT qui lui se dégradait que de 3% en 40 jours, lorsqu'on fait le traitement, si les diapos veulent passer, lorsqu'on fait le traitement, on améliore à peine de 11% la dégradation, alors que de manière théorique, à 60 degrés, on aurait dû monter à 18% et à 80 degrés à 36%. Donc, il se passe quelque chose, mais la dégradation n'est pas à la hauteur de ce qu'on espérait. Donc, voici les conclusions. Ce qu'on conclut de ça, c'est que les sacs plastiques compostables commerciaux aujourd'hui ne se dégradent pas au mal en méthanisation mésophile à 38 degrés. Et je dirais c'est normal parce qu'ils n'ont pas été conçus pour ça. Ils ont été développés pour se dégrader en compostage. Donc le problème, c'est qu'on les envoie en méthanisation. Ils gardent leur intégrité et sont peu fragilisés même 1 heure à 70 degrés. Le problème
qui nous semble sur ces sacs, c'est la présence de PBAT qui ne se dégrade pas en méthanisation mésophile. Les essais qu'on a fait à 55 degrés montrent qu'il pourrait y avoir une fragilisation, mais ça reste à confirmer. Les pré-traitements, déjà, on a dit, sont difficiles à mettre en œuvre au niveau industriel, ils sont probablement pas souhaitables, mais pour nous, ils n'ont pas augmenté la production de gaz. Donc, il y a peut-être des problèmes d'inhibition. Et finalement, les sacs en PLA enzymé, par contre, qui ont été fournis par Carbios avec le procédé Carbios Active, permettent une fragmentation rapide et augmentent fortement la dégradation sans pré-traitement et en conditions mésophiles. Alors après, il y a 2 points que je voudrais souligner. C'est que malheureusement, souvent pour le citoyen, le plastique, c'est du plastique, alors qu'en réalité, il n'y a pas un, mais des plastiques. Donc, là, à chaque fois qu'on va faire un nouveau matériau avec des nouveaux polymères, eh ben, il faudra tester sa dégradation dans toutes les conditions, ce qui aujourd'hui n'est pas demandé par les normes. Et ensuite, pour être acceptable, eh bien, il faut garantir une dégradation totale, dont être sûr que, comme le montrait tout à l'heure Camille, qu'on puisse vérifier que le matériau a complètement disparu et qu'il ne va pas provoquer des problèmes d'écotox à la suite. Voilà, donc c'est pas dans le bon sens. J'ai fini ici, j'avais juste une dernière diapo, voilà, pour vous remercier et puis pour citer un peu les gens qui ont collaboré avec nous et les personnes qui ont été impliquées dans le travail. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Patrick. Je passe maintenant la main à David Krupka, qui va nous parler de la normalisation. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Alors. Oui, nous t'entendons bien et tu as la souris, tu peux dérouler la présentation. Rappelle 15 minutes pour qu'on ait le temps d'avoir des échanges à la fin. Merci beaucoup. Super, donc je vais essayer d'optimiser le temps. Merci beaucoup pour votre participation, pour me donner l'occasion de vous présenter la normalisation en France dans un premier temps. Alors, encore ce matin, on parlait du trop de normes. Il faut bien distinguer les 400 000 réglementations existantes en France, directives, circulaires, arrêtés, procédures administratives, des 33 600 normes techniques qui sont à la base volontaires. Nous, on fait de la technique, donc on n'établit pas les niveaux à atteindre en particulier, mais on présente des façons de faire qui sont reconnues par les experts et les ingénieurs et qui permettent de diffuser les meilleures pratiques. Donc, au sein d'AFNOR Normalisation, donc, qui est une association loi 1901 dont l'activité est partiellement encadrée par décret, nous sommes là pour accompagner les industriels, les acteurs de la recherche dans le développement de normes techniques pour justement les valoriser au niveau national, européen et international et à aussi accompagner les entreprises dans ces démarches. 90% d'activité donc d'AFNOR et de rédaction de normes techniques en fait d'origine européenne ou internationale, c'est un levier pour avoir plus d'écho justement dans ces cadres-là dont on ne peut pas faire l'économie. Alors pour information, donc globalement la collection de normes françaises reste très stable puisque nous publions 2000 normes par an et nous en supprimons autant. Nous avons un système de vérification automatique de révision de normes qui correspond à 65% de notre activité. Alors, qu'est-ce qu'une norme? Alors, on l'a évoqué tout à l'heure. Effectivement, il faut vraiment considérer la norme comme étant un document technique de référence. Donc, vous aurez des caractéristiques, des méthodes d'essai, des méthodes d'évaluation ou bien des méthodes d'organisation qui vont être utilisées et présentées. L'idée, c'est vraiment de mettre à disposition de la communauté scientifique, technique et industrielle des documents qui ont été élaborés par des groupes de travail, des commissions françaises ou des comités internationaux qui sont l'état de l'art minimal, consensuel, mais tout en étant performant sur un sujet technique. Ces normes sont d'application volontaire, sauf si elles sont appelées par la loi, donc c'est 1% de la collection. Et elles sont surtout appelées dans des contrats commerciaux. Pourquoi? Surtout au niveau international, ça permet de mieux se comprendre. Donc l'idée de consensus technique est fondamentale pour nous. C'est pour ça que nous nous appuyons beaucoup sur des projets de recherche pour justement nourrir, avoir des données d'entrée dans le cadre donc de la rédaction de ces documents techniques.
Donc, ce que nous avons eu comme présentation aujourd'hui est assez classique pour nous, puisqu'en fait, ce sont des inputs qui vont permettre en fait de définir des grands principes détaillés pour justement mettre en œuvre une norme, mettre en œuvre les meilleures pratiques. Il y a différents types de normes, et je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. Nous avons des normes fondamentales, en particulier sur la métrologie, sur les codes pays, sur les signalétiques que l'on peut trouver dans les aéroports. Nous avons des normes de spécification. On va prendre un produit et puis on va donc le définir pour juste qu'on soit bien clair sur quels sont ces différents composants. Nous avons des normes d'analyse et d'essai. Et nous en avons vu aujourd'hui, nous l'avons évoqué, des normes sur comment justement mettre en place une évaluation de la compostabilité, par exemple, comment voilà, stabiliser la façon de composter ou de méthaniser une démarche, comment assurer la sécurité d'un certain nombre d'installations industrielles. Et nous avons aussi des normes d'organisation, donc des normes de qualité sur la façon de réaliser des essais qui peuvent donc concerner des laboratoires. Nous avons la fameuse norme 9001 sur la qualité, le management de la qualité. Nous avons aussi des normes sur le management des territoires pour savoir un peu organiser de façon très claire et méthodique le dialogue entre les acteurs territoriaux, par exemple. Ce qui est intéressant, et je le rappelle, c'est que ces normes techniques sont utilisées par les experts judiciaires, sont présentées devant les tribunaux, sont appelées dans des appels d'offres publics, mais ils sont aussi là pour accompagner l'innovation et non pas la brider. Par exemple, sur le marteau anti-vibration, on ne va pas normaliser le marteau en lui-même, et en particulier le dispositif anti-vibration qui est breveté, mais on va définir la méthode d'essai qui va définir un marteau qui transmet beaucoup de vibrations et de celui qui en transmet beaucoup moins. Alors effectivement, maintenant, on a des normes un peu hybrides, voilà, qui sont à la fois des normes d'essai, mais qui s'attachent à un matériau en particulier ou à un équipement en particulier aussi. Alors, juste un point très rapide, ce qui est important, c'est que nous, en termes de normalisation, on est à l'écoute du monde industriel, de la recherche et des pouvoirs publics. C'est au sein de nos 450 commissions de normalisation, qui sont en fait des miroirs de groupes internationaux en général. Eh bien, on est à votre écoute justement pour développer des normes qui soient utiles ou pour réviser des normes existantes. La procédure est assez simple. En fait, on est à l'écoute de vos besoins, on a un moment d'échange et ensuite on en discute au sein d'une commission de normalisation. On a même la capacité de créer des groupes d'échange pour bien préciser le sujet. Et d'ailleurs, il y a 3 jours, nous avons lancé un groupe d'échange sur le réemploi des emballages. Et ce qui est intéressant derrière ça, c'est que du coup, on réfléchit sur la façon dont un emballage dans sa conception eh bien, peut déjà intégrer une aptitude au réemploi. Ça pourrait être le cas, éventuellement, pour la méthanisation, dans certains cas. Ce qui est important aussi, c'est que les normes que nous développons, elles sont soumises à une enquête publique. Ça permet d'avoir un niveau de consensus et du coup, au travers de cette enquête publique, eh bien, ces documents techniques peuvent être opposables auprès des tribunaux, utilisés dans le cadre de litiges internationaux, vu que les normes internationales sont reconnues par l'OMC, ou bien tout simplement être appelés dans des appels d'offres publics. Ce qui est important, c'est que dans l'usage de la norme, c'est que c'est surtout utilisé par les entreprises, les acteurs pour mieux se comprendre, au niveau national ou européen. C'est avant tout un vecteur de communication et de confiance. De la même façon, en particulier pour certaines normes produits, le respect à une norme, se déclarer conforme à une norme, eh bien, créer une relation de confiance avec le client ou le consommateur. C'est pour ça que cette enquête publique est très importante puisque c'est la base de la légitimité de la démarche. En fonction du sujet, on a plus ou moins des réponses, bien sûr. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que la norme a été publiée, bien, on la vérifie. Tous les 5 ans, il y a une vérification automatique qui se fait par la commission de tutelle et on a une procédure de révision immédiate s'il y avait un souci. Alors, par rapport au lien avec toutes les questions d'innovation, je l'ai évoqué tout à l'heure, effectivement, nous, notre action de normalisation, c'est d'accompagner l'innovation, c'est de la diffuser. D'ailleurs, on est souvent appelé dans des projets Horizon Europe au titre de la valorisation. C'est-à-dire qu'on va être là justement pour, au travers de ces documents techniques que sont les normes, eh bien, de stabiliser ces techniques, de les partager,
d'en évaluer la performance et ensuite de mettre cela à disposition pour tous les acteurs. On peut faire de l'innovation, mais une innovation est réellement impactante que quand elle est utilisée, ou au moins ses bénéfices sont utilisés par l'ensemble des acteurs. On a eu le cas sur les OGM ou sur les textiles antibactériens. Vous voyez bien qu'on est sur des logiques de confiance, d'évaluation de la performance qui ont permis justement de renforcer l'acceptation de ces démarches, aussi bien par le marché, par les acteurs que par les consommateurs. Alors, du coup, j'ai pris un peu la liberté de me pencher sur la question de la méthanisation. On a déjà évoqué les normes existantes et effectivement, on a la possibilité de créer un système de normalisation complet qui permettra de stabiliser l'ensemble des paramètres couverts par cette nouvelle technique, par cette innovation, et aussi de créer en fait une confiance et une dynamique plus globale. Globalement, dans un système de normalisation complet, vous avez des normes de qualification des opérateurs. On retrouve ces techniques sur les essais non destructifs, sur le soudage ou d'autres types de techniques, ou même pour les techniciens en laboratoire. C'est-à-dire qu'on s'attend à certaines compétences particulières chez des opérateurs et donc ils vont être qualifiés pour pouvoir utiliser un certain nombre d'équipements dans de bonnes conditions et avec une bonne connaissance. Ce qui est intéressant, c'est que aussi, et on le voit aussi pour les minéraux critiques, d'ailleurs c'était la semaine européenne des minéraux critiques, c'est qu'on a aussi des normes d'évaluation des substrats et des intrants. Donc, tout process industriel, il y a un moment, on a besoin de savoir ce qu'on fait entrer dans le dispositif. Alors là, on a un certain nombre de méthodes d'analyse chimique qui existent. Ça nous permet aussi d'identifier les niveaux de pureté qui sont parfois requis. On a aussi des normes de conception donc des équipements. Alors, ça pourrait être le cas pour les équipements anaérobie. Mais il y en a un qui m'intéresse en particulier en termes de normes, c'est vraiment sur la conception des emballages. Il y a beaucoup de normes sur les emballages, quel que soit le matériau derrière. Et on a déjà actuellement des travaux au niveau européen qui vont arriver à leur terme sur la conception des emballages qui contiennent déjà des aptitudes de la recyclabilité. Et du coup, est-ce qu'il ne faut pas ouvrir des réflexions sur justement, dès le moment de la conception, pour ces produits très particuliers, en fonction de leurs matériaux, de réfléchir sur justement leur aptitude à la biodégradabilité ou à la méthanisation même. Il existe déjà des normes de sécurité des installations qui viennent en appui à la réglementation, la directive machine, et enfin des normes d'évaluation de qualité pour les produits de sortie pour voir la performance de l'ensemble. Évidemment, ces démarches doivent être appréciées en fonction du sujet. En termes de normalisation, on l'a évoqué tout à l'heure, voilà, un point rapide sur les travaux qu'il y a. Comme je l'avais évoqué, nous sommes en interaction avec ce qui se passe au niveau européen, d'autant plus il y a beaucoup de réglementations européennes, on ne peut pas en faire abstraction. On a aussi des travaux au niveau international qui sont plus dans des logiques de marché au niveau donc OMC, commerce international. Pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je ferai un focus très rapide sur les commissions emballage, hein, donc suivies par AFNOR, les commissions plastiques suivies par nos collègues du Bureau de normalisation des produits plastiques, et aussi, donc, on l'a évoqué un peu tout à l'heure, les pâtes papier carton, donc, qui sont suivies au sein d'AFNOR. Effectivement, le système français de normalisation est composé de principaux acteurs, sachant que AFNOR est la tête de pont conformément au décret sur la normalisation. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des travaux au niveau européen, il y a des travaux au niveau international qui prennent en compte les aspects environnementaux. En termes de panorama des normes, ça a déjà été fort bien évoqué tout à l'heure. Ici, vous avez à l'écran une petite matrice qui présente ces normes. Alors, vous n'avez pas les titres. L'ensemble des titres et des domaines d'application est disponible donc dans le PowerPoint en annexe. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je vais quand même noter effectivement ce qui a été relevé tout à l'heure, c'est qu'il y a quelques carences dans cette cartographie des normes par rapport à la méthanisation. Il y a quand même des questionnements sur la méthanisation des emballages qu'on peut pousser plus loin, hein, jusqu'à la question de la conception, sur la question de l'évaluation de la performance à la sortie, sur un certain nombre de choses. On a aussi quelques carences sur les milieux identifiés.
sol, eau douce et des choses assez intéressantes qui existent déjà dans l'eau de mer. En termes de travaux, et je pense que ça va vous intéresser, vous avez la possibilité de rejoindre les commissions plastiques du BNPP pour rejoindre ces travaux en cours et on va s'arrêter quelques instants sur l'ISO 25303 qui est en cours de rédaction. Donc, ce sont des travaux qui, au sein de notre petit groupe, ont été identifiés comme étant innovants. Je vais un peu vite pour respecter au maximum le temps. Un petit focus donc sur cette norme 25303 en cours de rédaction, donc détermination du degré de biodégradation et de désintégration des matières plastiques dans des conditions de digestion anaérobie humide. Alors, il y a déjà un premier débat entre biodégradation et désintégration. On travaille en anglais, la traduction en français parfois est un peu délicate, donc ça reste des éléments qui restent à vérifier, à préciser. Donc, des travaux qui sont pilotés par l'Allemagne, une publication prévue en 2025-2026. On a évoqué précédemment l'ISO 13975. Donc là, on est très cohérent. C'est vraiment la méthode dans la 25303 qui s'appuiera sur ce qui existe dans la 13975. Et j'ai pris la liberté de vous rappeler le périmètre de ce sous-comité 14 tenu par nos collègues allemands, mais où on retrouve des experts américains et asiatiques, bien sûr. Si on va dans le fond, le domaine d'application de cette norme est particulièrement intéressant, déjà par le fait que ce soit en milieu humide, on travaille bien sur le degré de biodégradabilité anaérobie ultime et de désintégration. Ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est vraiment de mettre en avant que donc ici, les conditions prises en compte sont celles en faible teneur en solide, c'est-à-dire moins de 15%, et sans mélange statique. Voilà, vous avez à l'écran pendant quelques instants donc le domaine d'application de cette future norme, donc qui est en cours de développement. Donc voilà, une méthode d'essai, donc de détermination, donc voilà, d'analyse qui vous sera sûrement très utile. Une norme européenne qu'on a évoquée, la 13432, alors qui est en cours de rédaction, de révision même. Donc, vous avez toujours la possibilité de rejoindre ces travaux. Donc, n'hésitez pas à me contacter, à contacter AFNOR là-dessus. La nouvelle version est attendue pour fin 2026. On en est au stade des travaux préliminaires. Donc, tout est ouvert, toujours un pilotage allemand. Donc ça, il faut absolument avoir conscience qu'on ne peut pas donc s'exclure de la dimension européenne. Les normes européennes sont reprises obligatoirement dans le système français de normalisation. Elles ne sont pas obligatoires pour autant, mais en tout cas, il n'y aura pas de concurrent français là-dessus. Un point particulier ici, la méthanisation est intégrée aujourd'hui comme une étape avant le compostage, ne correspond pas au marché français. Donc ça, c'est un des points de vigilance qu'on a dans ces travaux de révision au niveau européen pour qu'on soit bien sur la même longueur d'onde. Alors, un petit rappel à ce qui semblerait, cette norme vient en appui à une directive européenne sur les emballages et les déchets d'emballage, la fameuse PPWR, donc, dont on connaîtra bientôt la nouvelle version. Donc, point de vigilance, norme qui vient en appui à une directive européenne, c'est assez sévère, c'est à suivre. Donc, il y a des questions d'évaluation de conformité en embuscade. Donc là, c'est vraiment un point de vigilance sérieux que je vous adresse aujourd'hui. Voilà, on a une définition de compostable, donc ce sont les définitions aussi qui font foi, et en tout cas qui sont reconnues au niveau européen. Je n'insiste pas plus sur le domaine d'application, puisque j'aurais voulu avoir le temps de faire quelques ouvertures. Je vous mets à l'écran quelques définitions comme je l'avais évoqué, toujours avec ce grand point de vigilance à avoir entre biodégradation et désintégration qui n'est pas totalement acquis au niveau européen en particulier. Alors, quelques perspectives pour qu'on ait le temps quand même d'échanger. Donc, en termes de perspectives, nous, nos objectifs, est-ce que la première analyse que j'ai pu faire, c'est assurer une certaine interopérabilité et compatibilité entre les différentes démarches et systèmes. Donc, au niveau européen, c'est vrai que ça serait utile. Alors, on peut être précurseur en France, développer des choses en France et les faire remonter. Au niveau quand même des exploitants ou des intervenants économiques, il faut prendre en compte les questions de coûts, d'échelle, de coûts de développement et de maintenance.
On est toujours sur des préoccupations de qualité et de fiabilité pour réduire les risques d'erreur et d'incidents, et ça fait écho un peu aux questions de qualification d'opérateurs, de sécurité de machines. La conformité réglementaire, vous l'avez un peu identifié juste à l'instant avec mon point d'attention sur les questions donc de conformité. Ensuite, on est là pour vous offrir un cadre de travail commun, des bases fondamentales pour diffuser donc l'innovation et le progrès technique. Et ensuite, Merci surtout, beaucoup, David. ouais. Est-ce qu'on peut aller vers la conclusion pour avoir un petit temps d'échange avant la fin du webinaire, s'il te plaît? Merci beaucoup. Alors, nous devrions y être, puisque là, on va être sur l'analyse de risque. On est vraiment sur les dernières slides. Alors, il y a un petit écart. Bon, ce qui est important, voilà, donc là, vous avez l'effet miroir des avantages que je présentais. C'est effectivement l'objectif de la normalisation, c'est d'assurer et de lever les risques d'incompréhension et d'interopérabilité. C'est vraiment de participer à l'intégration et à la consolidation du secteur qui se met en place, d'assurer la même qualité avec les mêmes méthodes qui assurent donc une bonne comparaison des résultats, d'avoir l'aspect économique à l'esprit et d'accompagner l'innovation. Voilà, c'était ma présentation. Je suis à votre disposition. En tout cas, il me semble effectivement que là, vous êtes juste à temps et prêt pour passer en normalisation. Merci beaucoup, David, pour cette présentation. Merci également, Camille et Patrick, pour vos interventions. N'hésitez pas à remettre la caméra. Je vais partager les questions qui ont été écrites dans le chat durant vos interventions. Certaines ont eu des réponses écrites et d'autres vont avoir une réponse à l'oral. Je vais commencer par une question. Je crois que Patrick avait dit qu'il voulait y répondre. Alors c'est déjà fait à l'écrit. Oh, bah, en fait, toutes les questions ont déjà eu leur réponse à l'écrit ou presque. Pour vous partager quelques questions qui ont été posées, notamment, c'est sur la problématique des microplastiques ou des PFAS qui n'ont pas été étudiés dans les projets qui vous sont présentés aujourd'hui parce que ce n'était pas prévu dans les enjeux initiaux, mais qui font l'objet d'un postdoc sur les traces de PFAS et de microplastiques dans les digestats à l'université de Reims Champagne-Ardenne avec la chaire MERGE, méthanisation en région Grand Est, postdoc dirigé notamment par Emmanuel Guillon, membre du réseau du CTBM. Alors, il y a une question qui n'a pas eu de réponse à l'oral. C'est un peu la même chose, Patrick. Est-ce que tu aurais quelques éléments sur les plastiques de taille inférieure au micromètre dans les digestats? Alors en fait, nous ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas facile à regarder. Donc en fait, aujourd'hui, les normes ne prennent pas en compte tout ce qui est plus petit que, alors, je sais plus si c'est 5 ou 2 mm à l'épandage. 2 mm. 2 mm. Donc nous, en fait, quand on arrive en fin de BMP, on tamise et on regarde s'il reste des microplastiques. Donc effectivement, sur certaines manips, on voit qu'il peut rester des fragments qui sont inférieurs à 2 mm. Et toute la question, c'est après ce qu'on disait, selon le type de matériau, est-ce que ça va se dégrader si on le met en compostage ou dans le sol. Et mais nous, techniquement, on n'a pas les outils aujourd'hui pour le faire. C'est-à-dire du temps qu'on voit encore des petites particules, on le détecte, mais dès que c'est plus visible à l'œil, on ne sait pas faire. Merci. On a également des questions sur les modalités d'expérimentation à l'APESA, notamment sur les taux de matière sèche présents dans les digesteurs pilotes. À quel point est-ce que c'était proche ou pas de ce qu'on peut trouver en situation réelle? Alors effectivement, on a bâti les rations pour ces pilotes pour qu'elles soient représentatives de ce qui se fait au niveau agricole, on va dire. Donc on était sur une ration autour de 10% de matière sèche et avec des taux dans le méthaniseur de l'ordre de 3-4%. Donc assez représentatif de ce qui se fait en infiniment mélangé, même si suivant les rations, ça peut être beaucoup plus chargé ou beaucoup moins chargé. On a pris un scénario moyen représentatif. Merci.
également une remarque, puisqu'on parlait de conditions représentatives, la présentation qui vous a été faite des caissettes dans le pilote de microméthanisation de recherche, avec les sacs entiers pleins de biodéchets, ce n'est pas ce qui se passe dans la réalité. C'était une situation expérimentale pour une expérimentation en biodéchets. Dans la très vaste majorité des unités qui traitent des biodéchets aujourd'hui en méthanisation en France, le déconditionnement est obligatoire, c'est-à-dire que les sacs passent dans des machines qui les broient et les écrasent, ce qui fait que les biodéchets sont libérés du sac et que les morceaux qui restent de plastique sont, dans la mesure du possible, extraits de ce qu'on appelle la soupe. Il en reste parfois des traces, mais l'essentiel est évacué du milieu. Donc le fait de voir des sacs entiers ou presque, c'est pas quelque chose qu'on peut voir réel parce qu'on les rentre pas réels dans un digesteur. Je sais pas, Patrick, si tu veux compléter sur pourquoi vous avez fait ce choix dans votre... Nous, on a fait oui. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Et en fait, pour le coup, aujourd'hui, on peut se poser la question de l'intérêt d'utiliser des sacs qu'on va extraire ensuite du système. Mais nous, on a fait ce choix-là parce qu'on était dans l'idée d'avoir un système de quartier et non pas un système centralisé avec des utilisateurs qui, eux, ne vont pas avoir l'utilité d'un déconditionneur. C'était une question pour que ce soit plus pratique. Pour avoir un système le plus simple finalement et le plus robuste possible. Le plus simple possible. Ok. On a une question sur pourquoi avoir exclu la méthanisation en voie pâteuse alors qu'elle est majoritaire pour les installations de méthanisation de biodéchets des ménages. Alors, ouais, voilà, je vois Patrick si tu veux dire quelque chose. Je pense que nous, le procédé qu'on a avec le système piston, on est dans des conditions proches de ça. Mais comment dire, c'est vrai que la méthanisation urbaine aujourd'hui, c'est essentiellement en voie pâteuse, sauf que toutes les pulpes beaucoup des pulpes de déconditionnement vont en méthanisation agricole puisque il y a beaucoup plus grand nombre de méthaniseurs agricoles que de méthaniseurs urbains. Et l'autre chose, c'est que souvent en urbain, on a une phase de compostage après. Donc finalement, le vrai souci, c'est plutôt d'avoir des plastiques qui vont passer dans les déconditionneurs et qui vont ensuite aller en méthaniseur agricole, dont se retrouver en méthanisation liquide mésophile, sans compostage suivant et avec épandage direct du digesteur. Merci. On a une question pour David de la part de Toinou Fréjus de GRDF. Est-ce que la norme ISO AWI 25303 est appliquée? Alors, j'étais en train de répondre dans le chat. Non, elle n'est pas encore appliquée puisqu'elle est en cours de rédaction. Donc, vous avez encore la possibilité de nous rejoindre pour participer à ces travaux internationaux. Et donc, il faudra encore un peu patienter à première vue. Donc, ça sera mise à disposition en fin 2025-2026. Merci. Donc, pour consulter des documents, il faut vous contacter directement ou via le site de l'AFNOR, c'est ça? Oui. Très bien. Merci beaucoup. Je vois il y a une question à laquelle j'ai répondu dans le chat sur le déconditionnement des machines qui extraient les sacs, notamment qui rompent les sacs de collecte. Les sacs de collecte, ils servent à quoi? Ils servent à transférer les déchets depuis les ménages jusqu'au lieu du site de méthanisation. C'est plus facile de faire une collecte quand c'est dans des sacs que si les gens les versaient en vrac depuis leur bioseau jusque dans les bennes. Il y a eu plusieurs essais qui ont été faits, plusieurs expérimentations sans sac, avec des sacs en papier, avec des sacs en plastique. Et pour l'instant, l'usage le plus confortable en termes sanitaires et en termes de perception par les usagers semble être le sac en simili-plastique. Pour en utiliser à titre personnel chez moi, je confirme que c'est effectivement le plus confortable dans les logements. Après, c'est ce qui nous a été distribué par la collectivité de communes. On fait avec. C'est pas forcément le plus souhaitable en termes pratiques. Et si on peut développer des choses qui sont plus décomposables, plus dégradables, ce serait largement mieux. Ceci étant dit, le déconditionnement, la consommation énergétique du déconditionneur est prise en compte dans l'efficacité énergétique du site de méthanisation si le déconditionneur est sur le site. Si le déconditionneur est à part, par exemple, c'est une installation de déconditionnement seul sur un site de traitement de déchets, de réception et de tri de déchets, ou c'est un site qui a un gros déconditionneur et qui envoie des flux sur d'autres méthaniseurs, c'est pas pris en compte pour le site qui fait la méthanisation.
je vois une dernière question de Laetitia Aubeux de GRDF qui a participé à la préparation de ce webinaire et qui a piloté l'appel à projet sur la dégradation dont Camille a présenté les résultats. Pour David Krupka, que peuvent faire concrètement les acteurs intéressés pour combler les manques de normes pour les emballages? Alors, je vous invite à venir me contacter. On aura un moment d'échange, on vérifiera ce qui existe, ce qui manque et le moment venu. Donc, vous avez la possibilité de rejoindre directement la commission de normalisation française qui donc suit, développe les nouvelles normes ou réagit aux projets de normes internationaux et établit le vote de la France en particulier sur ces sujets, que ce soit tant au niveau international qu'européen. Voilà. Merci beaucoup, David. Un petit temps d'échange. Merci. Nous arrivons donc à la fin de ce webinaire. Donc, je remercie encore tous les intervenants, Camille Lagnel, Patrick Dabert et David Krupka. Je remercie tous les participants qui ont tenu jusqu'au bout de cette heure 30 qui a été extrêmement riche en présentation, en information. Vous retrouverez le lien vers l'enregistrement du webinaire et le support de la présentation de Camille et celle de David sur notre site internet. Vous recevrez également un lien dans les prochains jours envoyé par notre équipe communication, que je remercie d'être la petite main qui nous aide dans l'organisation de ces événements. Et je vous invite, si jamais vous avez des questions sur la méthanisation en général, à aller sur notre site internet infometa.org où vous retrouverez des fiches thématiques sur la méthanisation en général, celle des biodéchets en particulier, et à poser vos questions via l'interface de contact d'Infometa. Et effectivement, comme je vois la question dans le chat, c'est mon dernier webinaire en tant que directrice du CTBM. Donc, merci à tous ceux qui ont participé à un ou plusieurs webinaires qui sont intervenus, etc. Ce fut un plaisir d'organiser ces événements qui permettent effectivement des échanges à la pointe de la recherche, mais aussi de la normalisation, puisque comme on peut le voir, on a connaissance des travaux en cours, ce qui n'est pas toujours simple quand on n'est pas introduit dans ces milieux-là. Merci à tous. Au revoir.